Les éditions de la Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de la Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission Nous avons lu pour vous. Aujourd'hui, au programme, avec Anne, nous avons 2 livres à vous présenter. Une étude historique faite par un journaliste spécialiste du Vatican, France-Vatican, de Bernard Lacomte, aux éditions Perrin. Et un livre de mémoires, les mémoires de Raïssa Maritain, les grandes amitiés et souvenirs, aux éditions Parole et Silence. Alors, je vais présenter le livre France-Vatican, 2 siècles de guerre secrète. Alors, l'auteur Bernard Lacomte a été le chef de service étranger à la Croix, grand reporter à l'Express et rédacteur en chef du Figaro Magazine. Il est le spécialiste reconnu du Vatican et auteur d'une biographie magistrale de Jean-Paul II. Il a publié aussi un dictionnaire amoureux des papes. Alors, en faisant le récit de 2 siècles d'affrontements, parfois violents, parfois feutrés, l'auteur nous plonge dans les coulisses des relations tumultueuses entre la France et le Vatican, de la mort de Pie VI en 1799 alors prisonnier de la France jusqu'à François. Pour bien des observateurs, à l'époque de la mort pitoyable de Pie VI en 1799 à Valence, loin de Rome, cela annonce la fin de la papauté. Il va falloir qu'un conclave se réunisse à Venise pour élire un nouveau pape et que Napoléon signe avec Pie VII un concordat en 1801 pour que l'histoire des relations entre l'État français et l'Église catholique reprenne son cours, cependant chaotique. Déjà, le texte final du concordat tarde à être publié par le consulat. Pie VII dénoncera solennellement la manœuvre. Une série d'articles organiques remet en cause un par un tous les acquis du texte concordataire. Ils soumettent la moindre nomination, la moindre texte, la moindre parole, la moindre décision de l'Église au contrôle absolu de l'État. Le rusé Talleyrand, alors ministre des Affaires étrangères, explique plus tard au pape que les articles contestés par le pape sont susceptibles de changement et d'amélioration suivant les circonstances, c'est-à-dire suivant l'humeur des anticléricaux. Et peu à peu, la réconciliation entre Napoléon et le pape s'opère. Napoléon se déclare empereur des Français et décide de se faire couronner par le pape. Après quelques réticences, le pape accepte. On connaît la suite, immortalisée par le peintre David le 2 décembre 1804. L'accalmie est de courte durée. Le 2 février 1808, la France occupe Rome. Le 18 juin 1809, Pie VII excommunie Napoléon. Et le 5 juillet 1809, Pie VII, arrêté et emprisonné à Saverne, puis emmené de force à Fontainebleau. Le 20 juin 1812, après des déboires militaires, Napoléon, contraint, décide de se débarrasser de son illustre prisonnier. Et en juin 1815, les jeux sont faits, les Anglais expédient l'empereur sur l'île de Sainte-Hélène. Et à la conférence de Vienne, Rome redevient la papauté. Faisons un bond dans l'histoire. En mars 1871, socialistes, blanquistes et autres anarchistes érigent des barricades et le Conseil de la Commune, le 2 avril, rompt officiellement avec le Concordat en 1801 et une persécution s'ensuit contre les prêtres. Des religieux sont massacrés à coups de fusil. Le samedi 27, la Commune est vaincue, mais le 14 et 28 octobre 1877, les catholiques essuient une sévère défaite électorale. La France vient d'ouvrir une nouvelle page de son histoire. Plus jamais les catholiques ne feront la loi. Alors la Troisième République a imposé sa vision anticléricale de la société et les gouvernements successifs portent des coups parfois violents à l'Église catholique contre les congrégations, laïcisation des hôpitaux, des cimetières, enseignement obligatoire. Après 10 ans, une accalmie se présente. Léon XIII invite les catholiques français à rallier la République après le fameux toast d'Alger prononcé par le cardinal Lavigerie. Alors vous voyez, la loi de séparation l'Église se solde par une amère défaite du côté catholique. Alors on arrive maintenant à la Première Guerre mondiale, parce que c'est presque
fini mon temps, je crois, éclate. Alors bon, il y a quand même de nombreux prêtres morts sur le champ de bataille. Et puis il faut parler d'un événement important, c'est la canonisation de Jeanne d'Arc, qui rallie tout le monde. Qui a refait l'unanimité. Oui. C'est intéressant. Renouer le dialogue entre l'Église et l'État. Ouais. C'est la canonisation de Jeanne d'Arc. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que c'est la première fois que le clergé participe à la guerre de 14. Oui, absolument. Alors, le livre continue avec la guerre de 39-45, avec ses soubresauts. On sait notamment l'heure des comptes à la fin du conflit en ce qui concerne le maintien ou non de certains évêques jugés trop collaborateurs. La nomination du nonce Roncalli, le futur Jean XXIII va jouer un rôle déterminant. Alors, les heures ont rebondi il y a 40 ans avec la tentative du Parti socialiste de mettre fin à l'enseignement catholique. Oui. Et puis ça continue. Et ça continue maintenant. Des périodes de trêve avec la visite en France de Jean-Paul II et Benoît XVI et François, et avec les voyages à Rome des présidents de la République, ne doivent pas faire oublier. Et ça, j'insiste, parfois, et l'auteur aussi, parfois la méfiance et même l'hostilité entre Rome et Paris. Pourquoi ? En principe, l'Église catholique exerce son activité exclusivement sur le plan spirituel. Les partis politiques ne s'intéressent qu'aux questions temporelles. Mais les deux domaines sont chez nous nettement distincts, sauf sur un point, la définition de la personne humaine. Le catholicisme affirme qu'aucune morale n'est supérieure au décalogue dicté par Dieu et interprété par l'Église. Et se soumettre à cette double autorité révulse la gauche. Oui, c'est ça, et pas simplement que la gauche. Non. Le différend actuel entre l'Église et l'État porte sur des questions sociétales, liberté de l'avortement, mariage homosexuel, les lois sur la fin de vie. Donc vous voyez, c'est une grande fresque historique d'une période quand même très mouvementée, portée par une plume experte de Bernard Lacombe. Donc c'est intéressant pour connaître donc ce rapport. Un livre à lire. Alors maintenant, le livre de Raïssa Maritain, Les grandes amitiés et souvenirs. Alors il ne s'agit pas d'un livre récent. L'ouvrage a connu une première publication en 2 tomes. D'abord Les grandes amitiés en 1941, puis Les aventures de la grâce en 1944, aux éditions de la Maison française à New York. Et ce sont les éditions d'Esclade-Brouwer qui ont réuni les 2 tomes en un seul volume en 1948. Puis après, il y a eu publication par le livre de poche aussi. Alors, l'édition que je présente, c'est celle de Paroles et Silence qui date de 2000, reprise en 2018. Et sur la couverture, il y a un très beau dessin de Marc Chagall qui représente l'auteur. Alors, l'auteur, donc, Raïssa Maritain, c'est Raïssa Oumansov, de son nom de jeune fille. Elle est née en septembre 1883 à Rostov-sur-le-Don et elle est morte à Paris en novembre 1960. Philosophe, poétesse française, d'origine russe, elle est devenue, en novembre 1904, l'épouse du philosophe Jacques Maritain, qui est une éminente figure de la chrétienté du XXe siècle, plus connue peut-être qu'elle. Alors, le livre est préfacé par François Mauriac. Le contexte dans lequel elle a écrit ses mémoires, c'est pas du tout la fin de sa vie. Elle entreprend d'écrire le premier des 2 tomes, Les grandes amitiés, à New York en juillet 1940, le contexte dramatique de la défaite de la France et de l'Europe face à l'Allemagne nazie. Et c'est pour échapper au désespoir et sur un conseil amical que Raïssa se lance dans l'écriture des grandes amitiés, mais au départ, dit-elle, sans enthousiasme. L'idée ne m'était jamais venue d'écrire mes mémoires et je ne savais pas quelle direction donner à mon récit. C'est le titre qui me vint le premier. Il me donna cette direction et me réconcilia avec l'entreprise. Alors, le titre, elle l'explique dans la préface. Les pages qu'elle entreprend d'écrire donc en juillet 1940 et qui sont publiées en 1941 concernent, dit-elle, les premières années de nos découvertes dans la vie. Les amitiés y tiennent une place essentielle. Nos amis font partie de notre vie et notre vie explique nos amitiés. Alors, ce premier volume se compose de 7 chapitres. Elle évoque tout d'abord son enfance heureuse à Mariupol, sur les bords de la mer d'Azov, dans une famille juive. Elle a gardé un souvenir particulièrement marquant de son grand-père paternel, le souvenir d'un homme d'une bonté extrême, d'une douceur extraordinaire, qui provenait de sa grande piété de racite, c'est-à-dire que c'était un mystique juif. Elle a à peine 10 ans lorsque ses parents prennent la décision courageuse mais difficile d'émigrer pour soustraire leurs 2 filles au statut précaire des Juifs en Russie et leur permettre de faire des études. La famille s'installe à Paris. C'est sur les bancs de la Sorbonne à l'âge de 17 ans, alors qu'elle a pris ses distances avec la religion de son enfance, qu'elle fait la rencontre de Jacques Maritain, qui vient d'un milieu très différent du sien. Petit-fils de Jules Favre, l'un des fondateurs de la Troisième République,
Jacques Maritain appartient à la bourgeoisie parisienne, républicaine, libérale. Sa mère est la première femme française à avoir divorcé. Alors ce sont deux très grandes intelligences qui se rencontrent en proie à une même angoisse métaphysique, le positivisme ambiant. La confiance dans le progrès des sciences et des techniques ne comble pas leur désir d'absolu. Ils cherchent éperdument à donner un sens à leur vie et ils sont résolus au suicide, ce qui paraît incroyable, s'ils ne trouvent pas ce sens à leur vie. Donc on a vraiment l'impression qu'ils ne veulent pas d'une vie au rabais. Grâce à Charles Péguy, qui a perçu leur désarroi, ils font la rencontre providentielle du philosophe juif Henri Bergson. Et voilà ce qu'elle dit de lui. Par une critique merveilleusement pénétrante, Bergson dissipait les préjugés anti-métaphysiques du positivisme pseudo-scientifique et rappelait l'esprit à sa fonction réelle, à son essentielle liberté. Bergson libérait l'esprit en le rappelant à l'intériorité où est sa vie véritable. Alors Bergson les ouvre à un chemin spirituel qu'elle décrit dans les chapitres suivants et sur lequel ils sont accompagnés par l'écrivain Léon Bloy. Ils ont fait sa découverte à l'occasion de la lecture de son livre « La femme pauvre ». De toute évidence, dit-elle, nous nous trouvions devant un très grand écrivain, mais ce n'est pas cela qui nous a retenus alors. Ce qui nous a éblouis à cette première lecture de La femme pauvre, c'est l'immensité de cette âme de croyant, son zèle brûlant de la justice, la beauté d'une haute doctrine qui, pour la première fois, surgissait à nos yeux. Et elle cite certaines phrases qui l'ont marquée, notamment « On n'entre pas au paradis demain ni dans 10 ans, on y entre aujourd'hui quand on est pauvre et crucifié. Il n'y a qu'une tristesse de n'être pas des saints. » Alors Léon Bloy a très bien perçu d'entrée de jeu à qui il avait affaire. Il ne va pas chercher à argumenter. Il leur offre l'exemple de sa propre vie, radicalement conforme à l'Évangile, et il leur fait lire des vies de saints. Et d'une très grande pauvreté. Ah oui, il vit dans une pauvreté totale, lui. Alors, en 1906, le miracle se produit. Jacques et Raïssa demandent tous les deux le baptême, à la grande joie de Léon Bloy. C'est une décision longuement mûrie, approfondie, lourde de conséquences. Pour eux, elle le dit, c'était accepter d'être séparés du monde que nous connaissions pour entrer dans un monde inconnu, accepter d'être séparés, pour combien de temps ils n'en savent rien, de nos parents, de nos camarades, dont l'incompréhension nous paraissait devoir être totale. Alors, le 11 juin, en la fête de Saint-Barnabé, dans l'église Saint-Pierre de Montmartre, nous fûmes baptisés à 11h du matin. Et voilà ce qu'elle écrit. « Une paix immense descendit sur nous. Portant en elle les trésors de la foi, il n'y avait plus de questions, plus d'angoisse, plus d'épreuves. Il n'y avait que l'infinie réponse de Dieu. L'Église tenait ses promesses, et c'est elle la première que nous avons aimée, c'est par elle que nous avons connu le Christ. » Alors, ils vont devenir à leur tour des missionnaires, ils vont faire eux aussi. C'est extraordinaire. Les rencontres dans leur voilà, dans leur maison de Meudon, exactement. Alors, l'accueil qui a été fait au premier tome l'encourage à donner une suite à son récit. Et elle reprend la plume en 1944 dans un contexte tout autre, celui d'une quasi-certitude de la victoire des Alliés sur le nazisme. Alors, dans ce livre, ce tome 2, ils ont quitté la France à l'époque. Ils étaient aux États-Unis pendant la guerre. Dans qui sont intitulés au départ « Les aventures de la grâce », elle dit « J'ai essayé de dire ce qu'il m'a été donné de connaître de l'extraordinaire floraison spirituelle qui a précédé et suivi en France la Première Guerre mondiale. » Et c'est vrai que c'est passionnant. Alors, elle évoque dans ce deuxième livre un certain nombre de personnalités marquantes dont elle avait déjà parlé dans le tome 1, en particulier Charles Péguy, et elle évoque ses difficultés à avouer son retour à la foi catholique alors que sa femme s'oppose à tout mariage religieux et au baptême de leurs enfants. Elle évoque aussi l'itinéraire spirituel moins compliqué de l'ami d'enfance de son mari, Ernest Psichary, et qui fait un chemin de pleine et totale adhésion à la foi catholique mais qui va mourir très jeune et qui tombe au champ d'honneur comme Péguy au tout début de la guerre de 14. Elle évoque aussi les incohérences de Gide. Elle dit bien autre chose qu'un banal incroyant. Georges Rouault, l'artiste incompris de ses contemporains, grand ami de Léon Bloy, puis d'autres, Henri Massy, etc. Elle montre très bien qu'à partir de 1905, c'est toute une jeunesse, l'élite des grandes écoles françaises, qui retrouve la foi et le sens du patriotisme. Et ça ne va pas toujours être facile, les rapports entre Maritain et certains. Non. La guerre de 14 en a fauché plus d'un dans la fleur de l'âge, mais ce qu'ils avaient semé a fructifié après. Alors en conclusion, je dirais que c'est un livre en 2 tomes, aussi passionnant l'un que l'autre, dont il est difficile de rendre compte en quelques minutes. Ils se lisent facilement, un peu comme une saga, mais on ne les dévore pas,
il faut prendre le temps de les savourer. Alors, je rappelle que nous avons présenté donc France Vatican de Bernard Lecomte aux éditions Perrin et donc Raïssa Maritain, Les grandes amitiés et souvenirs aux éditions Paroles et silences. Alors, les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».